Oui, nous avons décidément, et c'est la question du numérique qui est posée, quelques soucis de connexion. Vous m'en excuserez. Et nous reprenons le fil de notre conversation. Je ne sais pas à quel moment nous nous sommes arrêtés. Il vous appartient de nous excuser pour ces désagréments techniques, mais c'est un essai, et pour un essai, il faut accepter avec humilité les insuffisances. Alors, je parlais, je ne sais pas à quel moment le fil s'est interrompu, je parlais de la connectivité, justement à l'Internet, en considérant que nous avions des infrastructures qui sont à développer, qui le sont en grande partie. Nous avons les contenus pour que l'administration congolaise soit en ligne, et nous avons une nécessité absolue. Quand on parle d'économie numérique, c'est l'économie et c'est le numérique, c'est-à-dire c'est la mise en ligne de manière virtuelle des transactions à caractère économique, mais vues sous l'angle électronique. C'est la signature et la cryptologie électronique, c'est la possibilité de permettre aux acteurs de surfer dans la sérénité, et donc la lutte contre la cybercriminalité, le renforcement de la stabilité pour ce qui concerne la cybersécurité. Donc le gouvernement est à pied d'œuvre, notamment avec comme ministère pivot le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État. Voilà ce que je pouvais dire sur la question. J'espère que je suis bien en ligne et que je suis suivi. Monsieur le ministre, il y a monsieur Juste Osoa qui demande, il veut remercier premièrement pour votre stratégie de communication, et il voulait savoir qu'en est-il du numérique à la CNR-TV, au Centre national de radio-télévision. Le CNR-TV, c'est, comme je l'ai souvent dit, pour Télé Congo et l'ensemble de l'audiovisuel public, le navire amiral de notre système de communication national. Le CNR-TV, qui n'est qu'une coque qui permet d'abriter les services de l'audiovisuel public, le CNR-TV et donc l'audiovisuel public va être grandement impacté par la mise en œuvre du projet de télévision numérique terrestre et de mise au numérique de nos émetteurs de radio-télévision et de radiodiffusion. Donc le CNR-TV va connaître un saut qualitatif dans les mois qui viennent, parce que tout simplement Télé Congo va passer d'une diffusion en analogique à une diffusion et réception en numérique. Donc c'est un projet qui est mené de main de maître par notre partenaire qui est le chinois StarTimes. La seule contrainte est une contrainte de gouvernance que nous sommes en train de régler, à savoir la création d'une joint venture entre la République du Congo et le partenaire chinois qui va permettre de gouverner le secteur. Au moment où nous parlons, les 5 premières localités pilotes sont déjà connectées en numérique, c'est-à-dire que les centres émetteurs sont déjà numérisés. Il y a 36 localités, c'est la deuxième phase du projet, cette deuxième phase en cours, qui sont en cours de numérisation, et nous avons bon espoir que le premier semestre de 2019 soit pour nous le moment du passage du grand saut à la télévision numérique terrestre, avec tout ce que cela implique. Monsieur Audrey Lelo qui a fait un message simplement pour vous féliciter, et le deuxième c'est Monsieur Anthony. Il voulait savoir qu'en est-il avec la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Bon, la zone économique spéciale de Pointe-Noire, déjà, il faut le savoir, les partenaires qui nous accompagnent dans cet immense projet sont à pied d'œuvre, puisqu'il s'agit d'un contrat et d'un projet qui rentre dans le partenariat stratégique entre la Chine et la République du Congo. Ce partenariat stratégique implique que nous mettions en place et la zone économique spéciale et les infrastructures qui sont autour de la zone économique spéciale, parce qu'il faut pouvoir convoyer les marchandises et les intrants notamment vers la zone de production que sera la zone économique. Au moment où nous parlons, les travaux d'approche et notamment les aspects liés aux expropriations pour utilité publique sont très avancés, et je pense et j'espère que le gouvernement pourra une jeunesse formée pour répondre aux défis économiques et sociaux du moment et de l'avenir, et enfin une jeunesse en mesure, parce que nous lui apporterions les outils nécessaires, en mesure de prendre le relais des générations qui, comme la nôtre, sont plutôt vers la fin. Donc oui, la jeunesse est au cœur des préoccupations du président de la République, et nous pourrons, si vous l'estimez nécessaire, répondre plus précisément à des questions sur le sujet. Il y a M. Habib qui demande pourquoi est-ce que Télé Congo n'est pas sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Bon, écoutez, bonne nouvelle, je viens de tweeter il y a quelques heures le fait que notre partenaire technique qui nous accompagne, qui est la société Globecast,
nous a permis depuis quelques mois, mais malheureusement nous n'avons pas assez communiqué sur le sujet, d'accéder à une version en direct de Télécongo à présent. Il suffit d'aller sur ma page Twitter et vous verrez le lien qui vous permettra de suivre Télécongo en direct. Allez sur mon compte Twitter et vous copierez le lien et vous pourrez l'enregistrer sur vos moteurs de recherche respectifs. Télécongo est donc en direct et en streaming à partir de, disons de maintenant que je viens de communiquer sur le sujet. Pour le moment, nous n'avons plus de questions. Je crois qu'on pouvait revenir sur la question de M. Moaz qui parlait de l'économie numérique au Congo. Oui, je vois une question arriver, mais je vais parler de l'économie numérique. Oui, l'économie numérique est au cœur de tout process pour tout gouvernement. À partir du moment où vous refusez, vous tournez le dos au déploiement, à l'implémentation de l'économie numérique, dans ses dimensions techniques comme dans ses dimensions juridiques et réglementaires, eh bien vous tournez le dos tout simplement à votre survie. Même pas à votre développement, mais à votre survie. Tous les process de production de biens et de services, aujourd'hui, sont centrés sur l'utilisation du numérique comme outil et comme processus, comme levier. Donc le numérique se développe parce que les infrastructures sont en cours de déploiement, elles sont pour l'essentiel déployées. Il faut renforcer la qualité de leur gouvernance. Il faut également nous assurer que le cadre réglementaire, notamment les grandes lois dont j'ai parlé tout à l'heure, cybercriminalité, cybersécurité, loi sur les transactions économiques, loi sur la protection des données personnelles. Tous ces textes vont être présentés par le gouvernement et notamment par le ministère de l'économie numérique courant 2019 et probablement premier trimestre 2019. Donc c'est un souci, nous devons absolument rester collés au peloton, notamment dans la sous-région, qui avance à grands pas sur cette question et ne pas, disons, perdre pied, ni être, pour reprendre une expression familière, largué. Il y a M. Audrey Lelo qui revient. Vous voulez savoir plus précisément dans le domaine pétrolier. Il parlait des zones économiques spéciales, mais plus précisément dans le domaine pétrolier. Donc vous voulez avoir une précision sur ce contexte. J'ai pas compris la question, c'est-à-dire qu'il voudrait savoir, si j'ai bien compris, si on va implanter dans les zones économiques spéciales des services liés au pétrole. Liés au pétrole. Certainement. Vous savez, l'accord ou les lois qui ont été prises par le gouvernement et votées donc par le Parlement courant 2017 autorisent tout un panel de services à haute valeur ajoutée en matière industrielle, en matière agro-industrielle, en matière de production de biens industriels et de services. Donc j'imagine bien qu'un candidat à l'implémentation de services liés à l'exploitation pétrolière ou à tout ce que sont les dérivés de produits pétroliers pourra candidater donc à la zone économique spéciale en gestation à Pointe-Noire. Pour l'instant, on attend les autres téléspectateurs qui commentent. Allez-y, n'hésitez pas à poser d'autres questions, je suis disponible. Nous avons encore un peu de temps, nous avons presque 3/4 d'heure, si vous l'estimez nécessaire. Le flux s'est tari. Ça continue, monsieur le ministre. Nous sommes en direct. Non, j'entends bien, mais je parle de questions. Monsieur Boès Bar qui s'est dit... Qui revient à la charge. Qui revient sur sa première question. Qui était laquelle? Attendez, quelques secondes, monsieur le ministre. Celui qui parlait de l'économie numérique. Ça fait quand même 3 fois que j'en parle. Il voulait que vous reveniez un peu sur ça. D'accord, mais sur quel point précis? Sur quel point? Qu'est-ce que c'est précisément? Économie numérique. A-t-il une question précise sur l'économie numérique? Monsieur Bois, vous pouvez reposer votre question. Le ministre est actuellement en direct. Je crois que si vous reposez, ça serait plus facile pour nous de nous retrouver. Oui, parce que l'économie numérique, de manière générique, c'est un peu large. Il faudrait peut-être cerner des points précis sur votre interrogation sur l'économie numérique. Monsieur Moer qui a des questions à poser? Oui, monsieur Moer. Bon, c'est lui qui est resté en attente. Il y a beaucoup de correspondants qui nous suivent, mais ils ne posent pas des questions. On attend peut-être qu'ils sont en train de réfléchir.
Bon ben écoutez, ils ont tous souvent, quand nous sommes au format classique de Twitter, beaucoup d'interrogations quand je publie telle ou telle information sur l'action du gouvernement. C'est l'occasion d'avoir un échange interactif. Donc je les invite vraiment avec beaucoup d'enthousiasme à ne pas hésiter à poser des questions, hein, parce que c'est le moment. Je crois que le format est quand même plus interactif que par écrit. Donc nous attendons les questions. Toujours pas? Pas encore, monsieur. Ils vont répondre. Je crois qu'ils sont en train d'écrire pour l'instant. On attend quelques temps. Si on va revenir sur un sujet précédent, on attendait qu'ils puissent se poser des autres Même questions. M. Moez n'a plus de questions sur les Pour le moment, numériques. je crois qu'il est en train de saisir parce que je lui ai demandé de reposer sa question d'une façon un peu plus claire. D'accord, mais je vois passer des écrits. Il y a monsieur, bon, ça c'est Visiteur le Congo, c'est un pseudonyme qui demande sur la question du patrimoine. Pourquoi ne faisons-nous pas comme les autres pays qui font l'inventaire de notre patrimoine volé, qui fait le bonheur des musées et des collections privées de France? On attend quoi pour le faire? Bon, là, il faut toujours savoir qu'il y a un temps de latence entre l'intention et la communication sur le sujet. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore communiqué sur un sujet que rien n'est fait en coulisses par les autorités compétentes. Le ministère de la Culture et des Arts, dont c'est la compétence exclusive, n'est pas l'arme au pied en train d'attendre que les trains passent. Le ministère est en train, il est à pied d'œuvre pour cela, de répertorier, parce que quand on dit vol, il faut bien répertorier les objets qui manquent, pourquoi ils manquent, depuis quand ils manquent, et par qui sont-ils possédés au moment où nous avons constaté qu'ils nous manquaient. Donc c'est quand même un travail lent qui nécessite, avant de communiquer, parce qu'on ne communique que si on a quelque chose à dire, avant de communiquer, eh bien, nécessite ce travail technique en amont. Et puis, vous savez, en matière de diplomatie, avant d'aller publiquement faire des revendications, il y a des démarches bilatérales ou multilatérales qui permettent de poser le problème sur la table et d'attendre la réponse des partenaires. Monsieur Moez qui vient de rebondir, Enfin, je voulais dire, c'est quoi le futur du digital au Congo, les futurs projets, et je vous félicite pour l'initiative. d'accord. Les futurs projets sont des projets qui sont les suivants. J'ai parlé de la télévision numérique terrestre, qui est une nécessité. Vous savez comme moi, Monsieur Moez, que le mois de juin 2020 va être le moment de l'extinction définitive des fréquences analogiques. À ce moment-là, on n'aura plus le choix. Soit notre pays sera une espèce de no man's land technologique, soit il rejoindra le train de tous les pays qui, à ce moment-là, seront tous passés à la production, la diffusion et à la réception des programmes télé et radio en numérique. Donc ça, c'est un horizon qui est très court. On a quelque chose de l'ordre d'une vingtaine de mois. C'est en cours. Il y a tous les projets liés au technopôle. Quand j'étais ministre des Télécommunications, nous avions un grand projet avec le régulateur télécom. C'est la mise en place des technopoles. Nous espérons que la montée en puissance des zones économiques spéciales permettra de les coupler à la mise en place des technopoles qui, en réalité, devraient pouvoir rassembler des start-up auxquels nous donnerions des conditions d'émulation avec des grands groupes qui sont très attendus dans notre pays en matière de numérique pour nous assurer que cette émulation leur permette de passer la première étape la plus difficile, c'est-à-dire les premières années pour survivre. Enfin, il y a tous les projets liés au cybergouvernement. Je viens de dire tout à l'heure que l'État, la réforme de l'État suppose que l'État lui-même donne l'exemple et se mette en ligne. Et une fois qu'il est mis en ligne avec tous ces services qui sont des services administratifs et dérivés, il propose, dans le cadre des lois sur l'économie numérique, cet État, eh bien, de mettre en ligne tous les services à haute valeur ajoutée en matière de transactions électroniques, de e-business, de protection des données, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et finalement, la mise à disposition de nos compatriotes, comme le mobile money en est aujourd'hui un exemple frappant, la mise à disposition de nos compatriotes des prestations de services numériques. Et il a répondu sur sa même question. Oui. Il voulait savoir, est-ce qu'il y a une stratégie mise en place pour le moment? Oui, le gouvernement a adopté une stratégie en conseil de cabinet qui a été présentée par le ministère de l'économie numérique, qui sera, cette stratégie, adoptée dans les quelques semaines ou mois qui viennent par le Conseil des ministres et qui, à cette occasion, sera rendue publique. Et il y a M. Patrick Mapangui
et parle à propos de Télé Congo. Pourquoi Télé Congo diffuse sur satellite également, mais ne possède pas de grille de programme? Ne possède pas de grille de programme. Bon, oui, là c'est une des préoccupations majeures de notre télévision. C'est vrai qu'il est très important d'être sur satellite, il sera très important d'être demain numérisé, très bien, mais nous avons le problème du contenu parfois indigent, hélas, de nos programmes. Bon, vous savez que les programmes, ce sont des produits à caractère économique et financier. Un programme, c'est un produit. Un produit, c'est-à-dire qu'il a une valeur. Alors, quand nous aurons renforcé notre offre de production numérique, nous allons réduire les coûts. Là, je parle de la production locale. Le fait que le multiplexage, c'est-à-dire la capacité de faire beaucoup plus avec moins de besoins en fréquence, va réduire le coût de fabrication des programmes locaux. Donc là, nous espérons que des producteurs de programmes locaux se mettront effectivement à l'œuvre et vont permettre le développement d'une production locale. Il faut donc que Télé Congo soit le navire amiral et les médias audiovisuels publics en général soient les navires amiraux pour la production locale qui va être réduite dans son coût de fabrication. Mais il y a les programmes attractifs qui sont souvent des programmes produits à l'étranger et vendus sur le marché mondial des médias. Ces programmes coûtent de l'argent. Le gouvernement avait signé il y a quelque temps, quand j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans et demi, 3 ans, à la communication, avec des grandes sociétés connues mondialement pour l'acquisition de programmes documentaires, séries télévisées, animations pour la jeunesse, mais la situation financière du pays nous a empêché d'assurer la contrepartie essentielle avant de recevoir les disques durs contenant les programmes. Eh bien, il fallait la contrepartie, c'est-à-dire le paiement. Donc nous en sommes là, mais nous ne perdons pas espoir qu'avec l'amélioration de la situation financière, ces programmes soient acquis et mis à disposition de nos compatriotes. Là, il y a M. Juste Osoa qui voulait savoir qu'en est-il avec les logements sociaux d'Mpila qui sont encore inhabités? Que prévoit l'État sur ces logements? Bon, la question des logements sociaux est une question éminemment sensible. D'abord parce qu'elle concerne des centaines de nos compatriotes qui, sur ces sites, ont connu le drame et sur lequel je ne reviendrai pas, notamment le 4 mars 2012, et sont en attente pour certains de relogement, et en tout cas pour d'autres de capacité ou de dédommagement ou de solutions alternatives. Le gouvernement est à pied d'œuvre là-dessus. Je crois que le Premier ministre a reçu il y a quelques semaines le collectif des compatriotes concernés et je pense que ces logements seront bientôt mis à disposition des compatriotes en détresse. Et à Madame Sarofa, c'est son pseudonyme, elle voulait savoir où on est avec la mission du FMI. Madame qui? Madame Charoufa, c'est son pseudonyme. Madame Charoufa. Bon, comme vous le savez, le Congo, dans le cadre de la dernière mission qui avait été la grande mission, celle qui déterminait la recevabilité de notre dossier au niveau du FMI, c'était en avril 2018, le Congo avait, sur le plan de sa situation macroéconomique, eh bien, comme on dit, présenté patte blanche et fourni toutes les informations demandées par le Fonds monétaire international. Deuxièmement, compte tenu de la durée qui est quand même longue, avril c'était il y a 8 mois aujourd'hui, une mission de recadrage et en tout cas d'évaluation ou d'actualisation de la situation macroéconomique et budgétaire s'est rendue et venue ici à Brazzaville il y a quelques semaines et est reparti avec un certain nombre de, je crois que c'était courant novembre, est reparti avec un certain nombre d'informations complémentaires pour actualiser le dossier. D'ailleurs, à cette occasion, le chef de mission, le chef de la délégation avait félicité le Congo pour l'amélioration significative de la situation budgétaire et avait indiqué que la gestion qui était menée depuis quelques mois tendait à renforcer la crédibilité du dossier et donc tendait à assurer la recevabilité et le traitement du dossier du Congo pour sa mise en programme. Nous en sommes là. Les spécialistes du sujet, pour certains, comme mon collègue des finances, sont même en déplacement au moment où nous parlons. Je le dis pour l'anecdote parce que je suis régulièrement son intérimaire et je sais souvent quand il est en déplacement parce que ces dossiers, en tout cas les dossiers des affaires courantes de son ministère, me parviennent. Il est en déplacement avec ses équipes pour probablement arriver à une finalisation plus grande de ce dossier. Monsieur Mapangui, il veut revenir sur un sujet, mais le message n'est pas complet. Oui. Et il voulait savoir, le Gabon vient d'annoncer une rallonge du FMI ce matin suite aux efforts de ces derniers mois. Ça, c'est une information que nous donne. C'est important.
les pays d'Afrique centrale sont-ils avoir une crypto-monnaie, disons? Pardon? Et ça, c'est Madame Karine Oui. qui voulait savoir, est-ce que les pays d'Afrique centrale sont-ils avoir une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie. Oui. Bon, bah, écoutez, ça, ce sont des solutions financières alternatives qui doivent être explorées avec le maximum, je dis bien le maximum de précautions et de scrupules. Oui, de toute façon, voyez bien qu'on tend vers la dématérialisation monétaire. Aujourd'hui, il y a des pays comme la Norvège, la Suède, ce sont des pays où, même pour le moindre achat d'une baguette de pain, par exemple, utilisent une monnaie dématérialisée et virtuelle et des portefeuilles et des porte-monnaies électroniques. Donc l'évolution vers la crypto-monnaie, qui devrait faciliter un certain nombre d'échanges et renforcer l'indépendance monétaire d'un certain nombre d'États, sera probablement la voie de l'avenir dans quelques années, voire quelques décennies. Donc le Congo et les pays de la sous-région ne devraient pas s'en désintéresser, et nous devrions réfléchir aux contraintes technologiques, parce que qui dit crypto-monnaie dit nécessité d'assurer le climat de confiance entre les différents acteurs, parce que c'est un mécanisme complexe. Il faut bien des gens qui émettent la monnaie, qui payent avec, et qui ait un organisme de contrôle qui généralement se fait dans le cadre d'une autogestion, avec des mécanismes qui sont prévus en matière de crypto-monnaie, mais je pense que c'est l'évolution naturelle également pour l'ensemble des pays de la planète. Il y a monsieur... un instant... Oui, il n'a pas de nom? Pas encore, monsieur le ministre. D'accord. Et il y a monsieur Nico, qui voulait savoir si en organisant la CAN, ça ne pouvait pas redynamiser une partie de notre économie, la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, organiser la CAN dans les conditions actuelles du Congo aurait été probablement d'abord une provocation, parce que vous n'organisez pas une Coupe d'Afrique des Nations qui entraîne des dépenses de l'ordre de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, et en plus un peu à la va-vite, puisque comme vous le savez, la prochaine CAN c'est juin 2019 et dans quelques mois, donc dans 7 mois aujourd'hui. Ça serait une provocation au regard de la situation économique du Congo. On a des problèmes beaucoup plus urgents à régler, notamment ceux que nous connaissons, avec les difficultés de l'université, du CHU, le problème des érosions, et toute une série de facteurs qui obligent l'État à concentrer les ressources qui se sont taries sur des priorités qui soient des priorités en rapport avec les besoins des populations. Un jour, nous pourrons organiser une CAN. Nous avons d'abord les infrastructures sportives, nous avons 11 stades de niveau international qui peuvent être les infrastructures qui accueilleront les compétitions, mais comme vous le savez, une CAN, ce n'est pas que les stades, c'est aussi un ensemble d'infrastructures routières, hôtelières, l'Internet, on a parlé du numérique, et toute une série de paramètres qui doivent être mis au niveau pour qu'un jour nous prétendions. Mais je crois que ce n'est pas un rêve irréalisable que de penser qu'un jour nous pourrons organiser la CAN. Mais ce n'est pas d'actualité, et nous avons les priorités du peuple qui sont celles que vous connaissez. Il y a M. Moès qui pose une nouvelle question. Encore M. Moès, décidément. Il a beaucoup de questions qu'il a posées. Il voulait savoir, est-ce qu'il y aurait une ouverture d'une autre licence pour un autre opérateur mobile au Congo ou des fournisseurs d'accès Internet? Les fournisseurs d'accès, il faut savoir, M. Moès, qu'il y en a tous les jours. Fournisseurs d'accès, ça peut partir de manière basique du cybercafé du coin, comme de ceux qui pourraient proposer des services sur des segments particuliers de l'Internet et du numérique. Il y en a quasi quotidiennement. La question que vous posez est plus macroéconomique. Est-il attendu, par exemple, un opérateur de téléphonie mobile ou de produits à caractère lié au numérique de manière globale, donc un opérateur mobile numérique? Ça, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas, comme vous le savez, dans le secret des dieux, je ne suis plus ministre des Télécommunications. Je dis simplement que pour l'instant, il ne semble pas que ce soit à l'ordre du jour. Il faut savoir aussi qu'en termes d'écosystème, le Congo est un peu au taquet, c'est-à-dire que nous avons atteint le niveau statistique qui me paraît optimal pour la survie des opérateurs et de l'écosystème. Je crois que le nombre d'opérateurs prévus par la statistique pour un pays à la population qui est celle du Congo peut tourner autour d'un peu moins de 2 opérateurs. Donc je crois que c'était même il y a quelques années, quand j'étais au Télécom, 1,75 opérateurs par rapport à la population et aux besoins de la population. Vous voyez qu'avec 3 opérateurs, on est un peu au-dessus de la moyenne. En faire arriver un 4e dans ces conditions-là me paraît hasardeux. Il faut renforcer
ça c'est un avis personnel, il faut renforcer la viabilité de l'écosystème actuel avant de penser à ce qu'éventuellement, pourquoi pas, ça peut être une évolution demain, des opérateurs virtuels comme on les trouve en Europe ou dans d'autres zones géographiques comme les Bara, comme l'ACA Mobile, enfin tous ceux qui peuvent exister et qui sont des opérateurs virtuels, c'est-à-dire des opérateurs qui demandent une licence mais qui louent les infrastructures lourdes et matérielles des opérateurs déjà installés avant eux. Donc c'est une évolution possible, il faudra voir dans quelle mesure cela ne compromettra pas l'équilibre financier des opérateurs existants qui eux ont la vocation à entretenir leurs infrastructures lourdes sur le terrain avec les charges que ça implique. Et on continue avec M. Mouez. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un programme de développement de start-up du digital pour aider les jeunes? Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je peux parler de ce que je connaissais il y a quelque temps, il faut encourager, bien entendu, le développement d'un écosystème de start-up parce que ces jeunes n'auront que deux alternatives. Soit ils abandonneront le projet, ce qui serait un drame, s'ils ont des talents, s'ils ont la capacité de développer des services à haute valeur ajoutée, soit ils iront à l'étranger. Et dans les deux cas, c'est une perte pour notre pays. Nous devons nous assurer qu'effectivement, l'État va apporter à ces start-up l'encadrement financier, logistique, juridique nécessaire. Pour votre information, le prochain Conseil des ministres qui aura lieu donc le 27 décembre, je vous donne en avant-première la date du prochain Conseil des ministres, va se pencher sur l'adoption de la loi concernant le fonds, alors je n'ai pas le terme exact, c'est Madame la ministre Mougani des PME qui présente ce projet. Je vais vous demander juste un instant pour vous en donner l'intitulé exact. C'est le FIGA qui est donc, puisque j'ai le dossier du futur Conseil des ministres ici, le projet de loi portant création du fonds d'impulsion, de garantie et de dédommagement ou d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Donc le FIGA, parce qu'il s'agit d'un projet dont le sigle est le FIGA, va être un outil, un des principaux outils que l'État va utiliser pour accompagner les projets, y compris ceux des startups, c'est-à-dire avec tout l'accompagnement financier, juridique, logistique nécessaire. Et Madame Charifa qui venait de poser la question sur le FMI, elle voulait savoir si on peut espérer sur une suite favorable pour le premier trimestre 2019. Et on croise les doigts, Madame Charoufa, nous croisons les doigts. Nous pensons qu'effectivement, d'abord c'est de notre intérêt que ce soit fait le plus tôt possible, mais nous croisons les doigts parce qu'il y a toujours, bien entendu, dans cette quête, des dimensions qui sont à la fois diplomatiques, politiques, économiques au sens noble du terme. Il y a M. Patrick Mapagne qui vient de préciser sa question qui était comme une information. Je voulais savoir, le Gabon vient d'annoncer une rallonge du FMI ce matin, suite aux efforts de ces derniers mois. Qu'en est-il du Congo? Pour qu'on ait une rallonge, il faut qu'on ait déjà le programme. Donc, c'est le programme, quand il sera acquis pour nous, qui va débloquer ces différentes aides, ou sectorielles ou macroéconomiques. Madame Annie Chikaya, je crois, qui fait d'abord un constat, elle voulait dire les infrastructures au Congo au niveau de l'éducation sont bafouées selon elle, ce qui pousse beaucoup d'entre nous, entre des étudiants, à migrer vers d'autres pays pour étudier. Quelles sont les infrastructures mises en place par le gouvernement pour remédier à ce problème? Bon, il y a deux problèmes, deux phénomènes. Un phénomène permanent qui ne concerne pas Madame Chikaya, qui doit être une jeune dame étudiante, que nous avons connu à notre époque, c'est que nos universités, notamment l'université publique Marien Gouabi, quand on a le bac, n'offrent pas toute la panoplie complète des formations auxquelles on pourrait prétendre selon les objectifs professionnels de chaque jeune. Et souvent, et nous l'avons connu, comme je l'ai dit, depuis un temps très long, des générations entières d'étudiants qui ont été formés en France, en Occident en général, dans les pays de l'Est à l'époque où nous étions effectivement politiquement en harmonie avec ce qu'on appelait le bloc socialiste, et d'autres destinations plus lointaines comme les États-Unis ou le Canada. Donc il y a d'abord le problème des filières de formation qui doivent être renforcées. Et puis ensuite, oui, je rejoins votre constat, il y a la nécessité d'avoir des infrastructures modernes et suffisamment pérennes de formation supérieure. Le projet d'université de Kintele, dite université Denis Sassou Nguesso, justement, est le palliatif trouvé pour que nous puissions répondre à cette demande de plus en plus pressante d'offres de formation qui soient des offres de formation de qualité. Cette université, nous l'espérons, nous touchons du bois,
cette université ouvrir ses portes, on l'espère, à la rentrée prochaine, c'est-à-dire celle de 2019 et 2020. Et à M. Audrey Lelo, qui voulait savoir quelles sont les perspectives d'avenir du numérique au Congo. Il revient sur le numérique. Les perspectives d'avenir sont celles que j'ai décrites tout à l'heure. L'État doit faire sa part, c'est-à-dire servir d'impulsion, servir de levier, servir d'incitateur. Donc tant que l'État lui-même ne donne pas l'exemple, un père de famille qui vivrait de manière non exemplaire ne donnerait pas le bon exemple à ses enfants. De même, l'État, si lui-même n'est pas en ligne, si lui-même n'utilise pas les outils numériques, ou en tout cas pas suffisamment, il va avoir du mal à servir de levier ou d'impulsion pour la société elle-même. Donc le cadre infrastructurel est là, le cadre juridique et réglementaire est en cours d'adoption, et puis la troisième étape de son exemple, ou de la valeur d'exemple qui est celle de l'État, c'est lui-même de développer ses services, c'est-à-dire de se mettre en ligne. Je crois l'avoir dit tout à l'heure, mais c'est la nécessité. Et Monsieur Juste, il voulait savoir si la relance des activités ferroviaires mettra-t-elle fin au problème de pénurie au carburant. Écoutez, oui, on l'espère, mais je vais vous donner une information qui est paradoxale. Il faut savoir que l'interruption du trafic du CFCO a généré le fait de trouver une solution alternative. Il y a donc des transporteurs routiers et autres qui ont aujourd'hui, quelque part, bénéficié de l'arrêt du CFCO et développé un chiffre d'affaires et même, pour certains, investi dans des camions, des remorques, des semi-remorques pour des dizaines ou des centaines de millions de francs CFA et qui, quelque part, avec le retour du CFCO, considèrent que ce n'est pas une très très bonne nouvelle. Donc nous devons arriver avec la combinaison rail-route, nous devrions arriver à trouver l'équilibre pour nous assurer qu'effectivement les approvisionnements en produits pétroliers soient des approvisionnements pérennes. Mais vous le savez, et je le dis quand même, les contraintes de l'écosystème de commercialisation pétrolière sont telles et un peu complexes qu'il faut savoir que malheureusement le gouvernement tente de casser les reins à un certain nombre de réseaux qui souvent ont intérêt à thésauriser la production plutôt pour faire monter les prix, plutôt qu'à la mettre de bonne foi à disposition de nos compatriotes, mais ce sont des solutions qui relèvent de l'autorité de l'État et nous nous battons quotidiennement pour cela. Monsieur Audrey Lelo est totalement satisfait de votre réponse. Il a dit merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et à Monsieur Fred Carr, il voulait savoir pourquoi continuer à garder l'argent des générations futures alors que la jeunesse actuelle est en train de souffrir. Oui, je le comprends. Maintenant, vous savez que ce dossier est un dossier éminemment politique, éminemment sensible. Si on garde l'argent des générations futures, c'est effectivement pour les générations futures. Il appartient, et c'est ça le devoir de l'État, incarné par le gouvernement qui est le levier de l'État, de trouver maintenant les solutions pour maintenant, pour les jeunes de maintenant. Nous nous attelons à cela et nous ne ménagerons aucun effort pour que ces politiques hardies pour la jeunesse, on a parlé tout à l'heure des startups, on a parlé du FIGA, le fonds d'impulsion qui doit être comme une sorte de banque et de financeur pour les projets pérennes et notamment les startups qui, pour l'essentiel, sont mises en place et mises en œuvre par les jeunes, renforcer cela pour permettre aux jeunes de développer des activités génératrices de revenus. Et il y a M. Alphée Mbemba, il voulait savoir l'économie hors pétrole. Quel progrès tangible pouvez-vous reporter? Nous avons un problème qui est récurrent, qui est celui de l'insuffisance de diversification de l'économie congolaise. La preuve, la crise que nous vivons est une crise qui s'explique par le fait que nous avons une quasi-monoproduction qui s'appelle le pétrole, dans toutes ses variantes, et qui abonde le budget de l'État entre 70 et 80% des ressources du budget de l'État. Alors quand cette recette s'effondre, il est entendu que les ressources de l'État plongent de la même manière et parallèlement, et donc il nous faut renforcer, bien entendu, les conditions de la diversification. Alors quand on dit ça, on n'a rien dit. Aujourd'hui, le Congo a un avantage, c'est un pays qui géographiquement peut être considéré comme au centre de la sous-région Afrique centrale. Nous sommes frontaliers de la plupart des États de la sous-région. Nous avons à l'est la RDC, nous avons au nord la Centrafrique, le Cameroun, nous avons à l'ouest le Gabon, nous avons au sud l'Angola,
etc. Donc le Congo est une sorte de hub géographique, et comme disent les experts de la Banque mondiale, c'est une espèce de couloir, effectivement, qui doit permettre le développement d'un centre de production de biens et de services qui permettront non pas de regarder le marché étroit du Congo avec ses 5 millions d'habitants, mais le formidable potentiel de marché des à peu près 150 millions d'habitants de notre sous-région, en allant jusqu'au Rwanda et le Burundi. Eh bien, voilà l'avenir. Alors, bien entendu, quand je le dis, il faut aller dans le concret. Nous devons développer des services numériques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des pays qui sont avancés dans le développement de services, notamment en matière de centres d'appel et de maintenance. Nous devons le faire. Madagascar l'a fait, et le fait. L'île Maurice le fait. Le Sénégal le fait. Le Rwanda le fait. Nous sommes en mesure, parce que notre jeunesse est formée, nous sommes en mesure d'employer notre jeunesse à l'animation de ces services à haute valeur ajoutée numérique. Nous devons développer les technopoles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui doivent être des centres qui permettront l'émulation entre les startups et des sociétés plus éprouvées de niveau international. Nous devons développer, et c'est en cours, une économie forestière qui ne soit pas seulement tournée vers l'exploitation, l'abattage et l'exploitation des arbres et leur exportation, mais aussi la création d'une véritable industrie forestière, une industrie de foresterie qui permette la création d'emplois. Nous avons l'agriculture qui est un terreau absolument formidable, parce qu'aujourd'hui nous importons au moins 90%, si ce n'est plus, de nos denrées alimentaires, avec les contraintes financières et même parfois de sécurité alimentaire que nous subissons. Nous devons donc développer toutes ces filières, et je peux multiplier les exemples. Et il y a M. Nico. M. Nico, il voulait savoir, l'âge de la retraite a été repoussé à 65 ans alors que la jeunesse attend à être intégrée. Pourquoi? Bon, il faut tenir compte de deux aspects. Il y a la nécessité, bien entendu, d'ouvrir la fonction publique aux générations montantes. Comme vous le savez, et en tout cas si vous ne le savez pas, je vous le précise, c'est depuis le premier programme d'ajustement structurel de 1985 que, de fait, donc il y a 33 ans, donc plus d'une génération, que de fait les recrutements automatiques qui se faisaient de tous les jeunes qui sortaient du marché de l'éducation et qui étaient formés bien ou pas formés du tout, eh bien, ce robinet s'est tari parce que nous avons arrêté les recrutements à la fonction publique en 1985. Depuis lors, il y a des palliatifs, c'est-à-dire des recrutements spéciaux qui, hélas, ne peuvent pas satisfaire la totalité des générations formées d'une année sur l'autre. Donc, d'autre part, il faut quand même tenir compte de la qualité de la fonction publique. On ne peut pas faire partir tous les anciens et les jeter, comme on dit, comme on jetterait le bébé avec l'eau du bain. Nous devons arriver à un mixage qui permette à la fois le rajeunissement. Je vous rappelle le Conseil des ministres d'il y a quelques semaines qui a adopté les conclusions présentées par le ministre, le vice-premier ministre Ayessa du recensement des fonctionnaires. Vous avez constaté comme nous, avec surprise, que les jeunes de moins de 35 ans, je crois, représentaient moins de 5% de la totalité des effectifs. Donc il y a une nécessité forcément de rajeunissement, et on sait bien aussi qu'à peu près la moitié, en tout cas le tiers dans un premier temps, des actuels agents publics et fonctionnaires vont être à la retraite dans les 10 ans. Donc forcément des recrutements là seront nécessaires. Mais on le fera dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois. C'est-à-dire qu'on va regarder là où il y a des besoins. Il y a des besoins notamment dans l'éducation nationale, comme vous le savez. Il y a des besoins dans la fonction publique territoriale qui aujourd'hui doivent se développer. Le texte a été pris il y a 13 ans. Nous avons adopté un certain nombre de décrets et de projets de loi il y a quelques jours au cours du dernier Conseil des ministres, justement pour faire vivre la fonction publique territoriale à qui, conformément à la nouvelle constitution, celle de 2015, un certain nombre de compétences, notamment en matière de santé de base, d'éducation primaire, secondaire et technique, et en matière d'entretien des voies routières, eh bien, un certain nombre de compétences ont été transférées de par la Constitution aux collectivités locales. Donc il y a des gisements, il y a des niches d'emploi, mais encore faut-il que nous mettions en place cette réforme indispensable de l'État que nous sommes en train de mettre en œuvre. Monsieur Moès, encore. Vous voyez les journalistes, c'est normal. Il voulait savoir si le gouvernement n'envisagerait pas une fibre optique ralliée aux États-Unis ou à l'Amérique latine pour renforcer encore et encore Internet en Afrique. Et ça serait rallié à Pôle Nord, par exemple. C'est-à-dire qu'il est en train de demander si on voudrait adhérer... Faire une fusion avec les États-Unis. Une fusion en matière avec... de fibre optique. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il voudrait savoir, si je reformule un peu la question telle que je l'ai comprise,
si le Congo serait candidat à adhérer à un projet soit existant avec un câble sous-marin venant des États-Unis vers l'Afrique, si le Congo serait candidat à l'adhésion à un tel câble. Ou alors s'il y avait un projet qui serait de cette nature, qui serait piloté par des entreprises américaines, si le Congo pourrait adhérer. Je pense qu'il parle d'une adhésion. Bon, oui, s'il y a un projet. Bon, s'il n'y a pas de projet, ça va être difficile. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que toute adhésion à des câbles sous-marins, aujourd'hui nous sommes adhérents du câble dit la fibre optique SAT3 et le reste, et nous avons notre fibre optique de Matongi, avec ce projet qu'à l'époque je connaissais bien puisque je l'avais mené. Et nous pouvons imaginer un jour une extension avec l'adhésion à ACE, qui est le câble sous-marin qui est par exemple celui qui a atterri au Gabon, et qui est le câble mené comme leader par Orange France Télécom. Nous pouvons considérer qu'une adhésion à ce câble sous-marin d'Orange France Télécom pourrait se faire parce qu'aujourd'hui on a mené à bien le projet d'interconnexion entre notre réseau de fibre optique et celui du Gabon à travers le projet CAB. Et donc peut-être qu'un jour l'État sera amené, pourquoi pas, à engager des discussions pour adhérer, grâce à cette interconnexion qui existe déjà physiquement, adhérer, parce qu'il n'y aurait plus qu'une adhésion d'ordre juridique, puisqu'on est déjà interconnecté. C'est-à-dire que le signal ou les flux de données sont déjà possiblement des candidats à passer par le Gabon, c'est-à-dire par le câble ACE. Donc nous pourrons le faire, pourquoi pas. Et puis pourquoi pas aussi, il y a une autre extension, il faut savoir que nous avons un formidable voisin qui s'appelle la RDC, qui connaît les problèmes électoraux que vous connaissez, je ne reviens pas là-dessus, mais avec des opérateurs de RDC dont les clients et le potentiel est évident, c'est un pays de 81 millions d'habitants. Beaucoup considèrent que la seule connexion au câble qui passe par Mwanda, qui est dans le Bas-Congo, n'est pas suffisante pour assurer la qualité du signal dans tout le pays, et notamment à Kinshasa, qui est quand même le poumon économique du pays. Eh bien, seraient désireux, ces opérateurs, d'assurer une connexion vers Pointe-Noire par notre propre backbone et notre câble. Voilà les extensions possibles qui vont renforcer l'écosystème, qui vont renforcer l'attractivité du pays, qui vont renforcer les investissements et la fiabilité du réseau numérique qui sera ainsi mis en place. Et à M. Bibéric Lecouard, qui voulait savoir pourquoi est-ce que les communiqués nécrologiques ne passent plus sur Télécongo. Bon, c'est une décision qui émane de la hiérarchie, qui a considéré, notre hiérarchie, et j'en ai convenu avec elle, a considéré que ce n'était pas forcément une chose qui serait souhaitable, de par le drame même que ça constitue, à diffuser sur nos antennes. Voilà, la décision a été prise. Il y a d'autres canaux radiophoniques ou d'autres médias qui aujourd'hui relaient les communiqués nécrologiques, dont j'estime, et vous avez raison, et notre interlocuteur, M. Libéric, si j'ai bien compris, a raison. Bon, c'est un facteur de sociabilisation également. Mais enfin bon, un choix a été fait et il est comme ça. Il y a monsieur Fred qui voulait savoir pourquoi la police congolaise fait honte à la nation. Elle ne protège pas la population, mais la traumatise. Bon, ça c'est un jugement de valeur. La police congolaise ne fait pas honte à la nation et ne traumatise pas les populations. Vous savez, dans tout pays au monde, il y a toujours, parfois, pour certaines populations, une espèce de psychose quand on voit un homme en uniforme. La jeunesse française peut aujourd'hui en témoigner, ou même les gilets jaunes qui sont dans l'actualité française peuvent également en témoigner. On voit bien les frictions qu'il y a avec la force publique en France. Bon, non, si on fait allusion à un certain nombre de dérapages ou d'incidents, je crois que le ministre de l'Intérieur, le ministre Mboulou, a pris l'engagement du haut de la tribune de l'Assemblée nationale au mois de juillet dernier, début août dernier, dans le cadre du drame lié aux événements de Chakona, eh bien, de mettre en œuvre toutes les politiques de formation et d'augmentation des capacités de nos forces de l'ordre, et notamment de la police nationale, de manière à ce que les dérapages deviennent, Dieu merci, l'exception plutôt que la norme. D'autre part, pour ce qui concerne le drame dont je viens de parler, le procès est en cours et les coupables ne resteront pas impunis. J'ai suivi que les confrontations telles que rapportées par la presse de ce jugement qui est en cours, de ces séances plénières qui sont en cours au tribunal, eh bien, vont permettre de faire la lumière et de déterminer les coupables et les responsables. Et c'est la même personne, c'est toujours le monsieur Fred. Il voulait savoir pourquoi est-ce que l'État congolais, selon lui, l'État congolais ne manage pas
n'aménage pas les centres hospitaliers en manque de matériel. C'est un constat qu'il fait, c'est pas si... Bon, aujourd'hui, il y a d'abord une contrainte. Il faut améliorer le fonctionnement du CHU lui-même, d'abord. Le CHU qui connaît les difficultés qu'aujourd'hui nous constatons. Dans ce cadre-là, un certain nombre de mesures ont été prises par l'État. Je cite la toute dernière. C'est la conclusion d'abord un constat. C'est la déperdition d'une partie des recettes. C'est quand même l'hôpital le plus grand du pays. Et la ministre a reconnu, lors des séances de questions orales il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, qu'il y avait quelques recettes qui étaient moindres que certains hôpitaux de niveau et de capacité inférieurs, comme l'hôpital de Talingaï. Bon, cette situation est anormale. Il faut déjà donc restituer au CHU l'entier bénéfice des recettes qui sont encaissables au niveau de l'établissement. Un partenariat a été signé entre la Banque postale du Congo, qui est un établissement bancaire public ou parapublic, qui était représenté par son DG et le ministre des Finances, et le ministère de la Santé qui représentait le CHU. Et depuis quelques semaines, la collecte, le recouvrement des recettes du CHU se font par la Banque postale. Nous espérons que cela va renforcer donc d'abord la cohérence de cette collecte, de ce recouvrement, et ensuite que les sommes ainsi recouvrées qui vont aller en augmentation permettront le règlement des situations qui sont évoquées par notre internaute. D'autre part, j'en viens à un point qui paraît essentiel, le président de la République, dans son projet de société, la marche vers le développement, avait indiqué que la voie, c'était la construction de 12 hôpitaux généraux, un par département. Vous avez suivi, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement au Sénat, il y a encore quelques jours, à l'Assemblée, quelque temps avant. Les difficultés budgétaires que nous connaissons nous amèneront certainement à nous assurer que si on peut au moins finaliser la construction d'un de ces établissements par an, voire de 2, et dans l'idéal peut-être de 3, nous pourrons renforcer l'offre de santé, notamment au plus proche des populations à l'intérieur du pays. Il y a M. Junior Gasaki, d'abord, qui voulait savoir qu'est-ce que vous pensez de EEC, nouvelle société énergétique, Énergie électrique du Congo, l'ancien SNE. Est-ce qu'il y a des solutions ou des solutions fiables à apporter, selon vous? Apporter à quoi? Qu'est-ce que vous proposez comme on dit, pour le bon fonctionnement de la société? D'abord, le bon fonctionnement d'une société dépend de la qualité de sa gouvernance. Il est entendu que l'État, quand il décide de changer la forme juridique de la société en envoyant une société anonyme, pour l'instant à capitaux publics, mais avec la vocation à s'ouvrir à des partenaires qui soient des partenaires privés, c'est pour améliorer la gouvernance. Parce que quelque chose qui n'est pas bien gouverné ne peut pas bien fonctionner. Et donc les carences de la SNE, ex-SNE, aujourd'hui Énergie électrique du Congo, ou de l'ex-SNDE, c'est-à-dire la Société nationale de distribution d'eau, devenue congolaise des eaux. Ces défaillances relevaient d'abord de la gouvernance. Et nous sommes en train de régler le problème de la gouvernance. Vient l'étape suivante, c'est la détermination, dans le cadre de la vision que le gouvernement veut mettre en œuvre, la détermination des objectifs qui sont confiés à ces entreprises. Et enfin, c'est la possibilité d'un ressourcement et d'une capitalisation avec l'arrivée de partenaires qui rapporteront des moyens. Si on arrive dans un délai raisonnable à combiner toutes ces actions, je crois qu'on aura moins de raisons de pester et contre les délestages d'électricité et contre les pénuries d'eau que nous constatons parfois. Il y a M. Alfred Wemba, je crois que dernière question, qui voulait savoir si le Rwanda inspire le Congo. Pays, le Rwanda, inspire le Congo, parce que c'est un pays qui n'a pas de pétrole selon lui, qui n'a pas de matière première, mais qui est considéré comme l'un des pays exemplaires en Afrique. Bon, vous savez, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin plutôt que chez nous. Oui, le Rwanda est un pays qui a valeur d'exemple pour des États, pas seulement le nôtre, mais tous les États africain. D'abord parce que c'est un pays qui vient de loin avec le génocide qu'il a subi. C'est un pays qui vient de loin parce que, comme vous l'avez dit, il a adopté une stratégie de recouvrement de ses capacités qui lui permet aujourd'hui, notamment grâce au numérique, de donner l'exemple. Et enfin, nous avons bien entendu la nécessité, pas seulement vis-à-vis du Rwanda, mais de tous les États qui sont comparables aux nôtres, de nous inspirer de ce qui marche ailleurs. On ne va pas aller à contre-courant
et s'acharner à faire des choses qui ne marchent pas parce qu'on voudrait simplement faire comme on veut. On fait les choses en tenant compte à la fois de nos objectifs, de notre culture propre et de la nécessité de voir ce qui marche ailleurs et d'essayer de l'adapter. Oui, de ce point de vue, le Rwanda est un pays que nous suivons avec attention. Et Monsieur Fred, je voulais savoir pourquoi est-ce que les dirigeants congolais partent se soigner dans les pays européens alors qu'ils peuvent mettre les conditions au Congo sur place pour se soigner au niveau national. Bon, je n'aborderai pas ce genre de questions parce que cela relève du privé. Chacun d'entre nous, et nous le vivons même dans nos familles, on n'a pas besoin d'être un dirigeant. Que se passe-t-il souvent quand nous sommes confrontés parfois à des pathologies dangereuses ou des pathologies dont on pense qu'elles ne pourront pas être traitées de manière optimale dans tel endroit plutôt que tel autre? Il y a souvent, nous voyons dans les familles, des gens qui se cotisent et qui font des choses comme ça. Non, ça c'est une question secondaire. La vraie question, c'est d'améliorer l'offre de santé en termes de quantité et de qualité pour nos compatriotes. De qualité et de quantité. C'est ça la question d'État. Le reste, ce sont des questions d'ordre privé. Monsieur Bibéric est satisfait de votre réponse, il vous remercie. Il y a Monsieur Arsène Sévérin qui vous envoie des félicitations. Merci. Il y a beaucoup de correspondants qui nous écrivent, beaucoup plus pour encourager cette initiative que nous avons lancée. Sinon, pour des questions, nous avons tout répondu pour le moment. Il n'y a plus d'autres questions? Pour le moment, non. Bon, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes, puisque j'avais dit qu'on pouvait, en tenant compte des petits incidents techniques qu'on a subis en début de diffusion, on reste encore une quinzaine de minutes, et puis à ce moment-là, on pourra faire une conclusion et proposer que ce soit un rendez-vous régulier. D'autres questions? Il y a M. Fred, il répondit, il dit le pétrole n'est pas une source renouvelable, mais pourquoi ne pas diversifier l'économie pour la bonne gestion? Je l'ai dit tout à l'heure, un pays responsable doit diversifier son économie, d'autant que le pétrole est une ressource fossile, dont on peut considérer que pour deux raisons, elle n'est pas l'avenir. Un, parce que qui dit ressource fossile dit donc ressource qui va un jour se tarir, premièrement, donc un jour il n'y aura plus de pétrole, et on a des puits qui arrivent à maturité, même s'il y a eu d'autres découvertes comme Moho-Nord. Et la deuxième raison, c'est qu'on va vers une conception beaucoup plus en rapport avec la protection de l'écologie. Et nous sommes, en tant que pays porteur du bassin du Congo, un des pays dont la responsabilité morale et mondiale est une des plus engagées. Et nous devons donc réfléchir à la fois à l'utilisation de ressources énergétiques alternatives, d'abord pour nous-mêmes et pour la protection et l'avenir de la planète elle-même, parce que nous sommes les dépositaires avec la RDC du bassin du Congo et en partie avec le Gabon. Et puis deuxièmement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tant que nous serons dans une espèce de face-à-face unique avec le pétrole, eh bien nous serons prisonniers de l'évolution erratique des cours. Là, vous voyez bien que ce pétrole, en quelques semaines, peut passer de 60 et quelques dollars à 40, à moins de 50. Bon, on ne va pas continuer à rester prisonnier de ce tête-à-tête qui peut être mortifère, qui est très bon quand les prix explosent, mais l'explosion ne dépend pas de nous, et qui donc devient très mauvais quand les prix chutent brutalement. Et là également, ça ne dépend pas de nous, parce que nous ne sommes pas un producteur suffisant au niveau mondial pour pouvoir avoir une influence sur les cours. Donc nous devons sortir du tête-à-tête avec le pétrole et entrer dans un processus de diversification, mais je l'ai dit tout à l'heure. Et à M. Bibéry, qui est tout à fait satisfait, comme je venais de vous le dire, et voulait savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas des journées spéciales ou précises pour organiser des conférences de presse. Bon, on organise une conférence de presse donc face aux journalistes quand il y a des choses à dire. On ne communique pas, et en tout cas le ministre de la Communication ne communique pas quand il n'a rien à dire. Et d'autre part, il est l'expression de l'État. Une conférence de presse, c'est le niveau le plus lourd de communication pour un gouvernement. C'est quand on a effectivement un message important d'intérêt national à formuler. Là, par exemple, j'échange avec vous, il n'y a pas une actualité précise qui justifie cet échange, si ce n'est ma volonté, celle du ministre que je suis, pas forcément seulement du porte-parole du gouvernement. Là, j'interviens parce que je considère que de temps en temps, il faut être en mesure, sans filtre, c'est-à-dire sans le filtre des médias traditionnels et des journalistes, pouvoir obtenir de vous les questionnements qui sont les vôtres et pouvoir, autant que faire se peut, de tenter de répondre à ces questionnements. Et à M. Juste, je voulais savoir que prévoit l'État face au fléau des bars, des buvettes dans les rues du Congo-Brazzaville, où l'on trouve des mineurs. Bon, déjà, pour ceux de ma génération, c'est pour nous un drame de voir parfois des enfants très jeunes
s'adonner à ce que je ne considère pas comme un loisir. Aller s'asseoir dans un bar et consommer de l'alcool n'est pas un loisir. Pour moi, c'est une activité que je qualifierais de digestive. Si je me mets à boire, c'est parce que j'ai soif. Bon, c'est pas pour moi un loisir. Il faut le considérer comme tel. Deuxièmement, nous avons, avant de renforcer le cadre juridique, nous avons une loi Portela, qui est quand même une loi qui a 55 ans d'âge et que nous devons réactiver. Quand nous étions enfants ici, moi je suis un enfant de l'OCH, Mungali 3, eh bien, je peux vous assurer que quand on était préadolescent, se promener dans la ville de Brazzaville, quand on a 12-13 ans, sans parler même de la fréquentation d'un bar ou de la consommation d'alcool. La simple promenade, au-delà de 20 heures, vous exposait à des patrouilles de la police ou de la milice, ce qu'on appelait à l'époque la milice populaire. Eh bien, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ces gens s'approchaient de vous de manière tout à fait tranquille en vous disant vous avez quel âge, vous allez où, vous venez d'où, et quand ils constataient que c'était des enfants vraiment mineurs, eh bien, ils les accompagnaient à leur domicile. Bon, ça, c'était la loi Portela qui le proposait, qui est toujours en vigueur. Nous devons renforcer la capacité, là également, des forces compétentes à aider à l'assainissement du climat urbain. Il n'est pas normal qu'effectivement, d'abord que ces bars prolifèrent. Je vous fais une confidence, j'habite dans un quartier populaire, à Mungali, je suis arrivé là depuis 6 ans. Il y a 6 ans, j'avais sur ma droite un bar. Aujourd'hui, nous sommes 6 ans après, j'ai un bar sur ma droite, j'ai un conteneur, donc un bar sur ma gauche, j'ai une espèce de nganda en face de chez moi, ça fait déjà 3 qui m'entourent immédiatement, sans compter ceux qui sont un peu plus loin. C'est-à-dire qu'en 6 ans, j'ai vu prospérer 4 ou 5 bars autour de moi, et quand je regarde l'âge de ceux apparents de ceux qui fréquentent, comme l'heure à laquelle ils fréquentent ces débits de boissons, je suis souvent assez atterré. Souvent, je peux quitter la maison à 8h, 8h30, et je m'aperçois, en quittant la maison, parfois même plus tôt, qu'il y a déjà des gens qui consomment de l'alcool, et des jeunes. Quand nous étions enfants, c'était les adultes, des pères de famille, des mères de famille qui fréquentaient les bars. Un enfant, ado ou pré-ado, rentrant dans un bar, mais c'est tout le monde qui allait le regarder. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Et on allait l'inviter de manière tout à fait ferme à quitter les lieux, sauf s'il venait acheter de la boisson pour ses parents, avec vérification des gens du quartier pour s'assurer qu'effectivement c'était pour ses parents qu'il est rentré dans le bar. 2. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous voyez, les gens les plus âgés ne fréquentent plus ces débits de boissons, et ceux au profit, au sens figuré du terme et entre guillemets, malheureusement, des plus jeunes. Donc il faut qu'on réglemente et qu'on applique effectivement d'abord la loi Portela et qu'on renforce l'arsenal répressif pour s'en prendre aux débits de boissons eux-mêmes. Aux débits de boissons eux-mêmes qui sont responsables de ce qu'ils font consommer aux plus jeunes de nos compatriotes. Et à Madame Souze, je crois que vous avez déjà répondu à cette question sur le FMI, mais je crois qu'elle était absente. Elle voulait savoir qu'en est-il des discussions entre le Congo et le FMI? Ces discussions sont en cours. Comme vous le savez, une mission qui devait réactualiser le cadre macroéconomique qui avait été établi au mois d'avril. C'était la grande mission qui avait achevé et pris des conclusions. Mais comme il s'est passé depuis lors 7 ou 8 mois, une mission d'actualisation, de réactualisation est passée au mois de novembre. Elle avait conclu publiquement à des félicitations considérant que le Congo avait grandement amélioré la gestion de ses finances publiques. Nous en sommes là. Au moment où nous parlons, je l'ai dit aussi tout à l'heure, mon collègue des Finances ainsi que la ministre du Plan sont en déplacement avec un certain nombre d'experts, tout ça lié à la finalisation des négociations sur le dossier FMI. Et nous avons bon espoir. Nous sommes un peu comme ces habitants d'un village qui attendent avec fébrilité mais optimisme le retour des chasseurs que nous avons envoyés dans la forêt pour savoir si le gibier qu'ils vont rapporter va être suffisamment copieux. Et à M. Julien Gassaki, je voulais savoir, le bois, est-ce que le bois pourra être une alternative à l'amélioration de la situation économique du Congo? Oui, quand nous arriverons à concilier la présence d'investisseurs et d'exploitants qui sont souvent des producteurs et des exploitants étrangers, et le rendement notamment fiscal. Parce que le constat amer, c'est qu'il y a un chiffre d'affaires généré qui souvent est très élevé et un rendement fiscal qui souvent n'est pas conforme à ce que nous pourrions espérer comme valeur de locomotive pour un pays qui est couvert aux 3/4 ou aux 2/3
la forêt. Donc là, il y a un problème. Nous sommes en train, avec les experts du ministère de l'économie forestière, comme ceux du ministère de l'économie tout court et des finances, de regarder cette question fiscale et parafiscale. Elle est importante. La deuxième chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut développer l'industrie, l'agroforesterie et l'industrie forestière. Parce qu'il ne faut pas qu'on se contente de couper, d'ébiter le bois pour le mettre à l'exportation, mais il faut qu'on soit capable de faire cela et de le transformer localement au profit de nos populations en matière d'ameublement, d'aménagement individuel ou collectif, et aussi en matière de création d'emplois. Parce que si on transforme une partie de notre production sur place, on crée des emplois. C'est mécanique. Monsieur Moez. Encore Monsieur Moez. Il est très inspiré. Je voulais savoir, comment envisage l'État congolais face à cette dernière vague des migrants survenus? Sur la dernière vague des migrants survenus. Survenus d'où? Je crois au Congo, je ne sais pas. Vous avez demandé de préciser parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Préciser votre question, reformuler votre question. Je ne sais pas de quelle vague de migration quand on parle. Il n'a pas précisé. Qu'il précise sa pensée. Et il y a des nouvelles questions. Il y a Madame Annie. Elle veut savoir quelles sont les mesures. Quelles sont les mesures prises pour redémarrer le CHU? Alors, je reviens dessus. Peut-être que Madame Annie, il y a encore 10 minutes, n'était pas connectée. J'ai rappelé que le souci du gouvernement, c'était de s'assurer de la pérennité des fondamentaux de l'hôpital, parce que le CHU, c'est un hôpital, donc qui est un service public essentiel, mais c'est aussi une entreprise quelque part. C'est-à-dire il faut que ce CHU puisse équilibrer ses comptes et disposer des ressources de fonctionnement qui lui permettront de s'assumer. Il y a d'abord le problème de la déperdition des recettes. J'ai dit tout à l'heure que la Banque postale du Congo et le CHU, à travers les ministères des Finances et de la Santé, ont signé un partenariat qui confie à la Banque postale le soin de gérer toute la filière de recouvrement des recettes, pour éviter le constat amer qui a été fait il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, où on disait qu'un hôpital comme celui de Talangaï générait parfois plus de recettes que le CHU, qui est la formation sanitaire la plus importante du pays. Donc, avec l'apport des professionnels et l'expertise de la Banque postale, on va s'assurer qu'il n'y a pas de fuite des recettes dans un sens ou dans un autre. Le deuxième élément, comme vous le savez, le gouvernement, à la demande du président de la République, a fait un recensement des agents du CHU, ce qui a permis de maîtriser la masse salariale. Aujourd'hui, on tourne autour de 2078 agents qui ont été recensés, parmi lesquels il y a à peu près un peu moins d'une centaine qui n'ont jusqu'au bout pas été identifiés, donc qui ont pu être, on va dire, rayés des effectifs de la solde, ce qui a permis une économie d'autour de 200 millions de francs CFA sur les salaires. Le CHU, c'est une masse salariale annuelle de 13 milliards, en comptant tous les volets de cette masse salariale. Et donc, nous devons être en mesure, non pas de compter exclusivement sur la subvention de l'État, ça serait mortifère et c'est le cas actuellement, mais renforcer les capacités du CHU à développer des mécanismes de recettes, et c'est l'apport de cette réforme ou de ce protocole signé entre la Banque postale et le CHU, via les ministres concernés, qui devrait nous permettre de renforcer ces capacités-là. Là, il y a M. Fred, enfin, il dit merci pour toutes les réponses que vous avez données. Il paraissait radical, mais il a quand même été convaincu. Il y a Madame Eleka qui voulait savoir. Non, ça c'est pas une question, c'est un constat. C'est quoi le constat de Madame Eleka? Bon, elle a abrégé les mots, elle a abrégé beaucoup de mots. Voilà pourquoi. D'accord, mais en abrégeant, il y a peut-être une capacité à lire des abréviations. Bon, enfin, c'est pas grave. Si vous avez du mal à lire, lisez la question suivante. On approche de la fin. Je suis tellement satisfait de nos échanges qui me paraissent tout à fait responsables qu'on va prolonger. On avait atteint les 15 minutes dont je parlais. Pour arriver à la demi, c'est-à-dire à 14h30, il nous reste à peu près 10 minutes. On est parti pour 10 minutes. Il y a monsieur, bon, ça c'est pas une personne, c'est une chaîne, Benous. Je voulais savoir qu'est-ce qui a motivé le ministre de la Communication du Congo à mettre en place cette initiative. C'est aujourd'hui le niveau d'exigence des citoyens qui est légitime, qui est non pas seulement de compter sur une communication verticale où on viendrait à lire des papiers et sans contradicteur ou sans questionneur. Je crois que ce niveau de communication qui est un peu anachronique
ne suffit plus pour un État, et notamment pour les communicateurs de cet État, pour faire passer des messages ou recevoir de ce qu'on appelle la base, des messages qui permettent de dire non, là vous faites bien, non, là vous faites mal. Parce que souvent, quand on est dans l'action, on n'est pas forcément dans la capacité de se regarder agir. Et c'est ceux qui nous regardent agir qui peuvent en juger. Ah, je comprends la réaction de Madame Sose pour ces informations. Oui. Il y a monsieur Lekeza, il ne sait pas s'il confond des choses. Ils ont entendu parler à monsieur Macron, à Emmanuel Macron. Il fait des injures. C'est la dame qui l'a regardé en disant que pour lui, la conférence, si ça ne t'intéresse pas, tu dois sortir. Là, c'est à monsieur. D'accord, ça le regarde à ce monsieur. Donc, on revient sur monsieur Audrey Lelo. Oui. Monsieur le ministre, à quand l'électricité et l'eau potable pour tous? L'eau potable pour tous, c'était le projet majeur du président de la République. Nous avons installé dans le cadre du processus avec Asperbras, qui est un opérateur brésilien, dans les villages, l'eau potable pour tous. Pour ceux qui crapahutent et fréquentent, parfois parce qu'ils sont des élus ou des responsables administratifs, l'intérieur du pays, moi je peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire par exemple Siditi et la Lekounou, vous aviez à l'entrée des villages ce qu'on appelle, il y avait des espèces de cuves, des citernes aux couleurs nationales, vert, jaune, rouge, et c'était l'eau pour tous, qui a permis d'équiper plus d'1 millier de villages à travers le pays. Alors la contrainte pour ce qui concerne l'intérieur du pays, c'est que nous avons peut-être omis, et c'est à cela que nous devons remédier, de renforcer les capacités de maintenance, parce que quand on parle d'eau, c'est la potabilité de l'eau et la potabilité des entrants pour la rendre potable qui est l'élément le plus important. Donc le gouvernement est à pied d'œuvre pour renforcer les capacités de maintenance, d'abord de l'existant. Et puis ensuite, il faudra continuer ce projet quand nous reviendrons à meilleure fortune. À l'intérieur du pays, nous avons, pour ce qui concerne les zones urbaines, notamment la réforme en cours de l'ex-SNDE et la transformation de l'ex-SNDE en congolaise des eaux, avec donc comme arrière-plan et perspective l'arrivée de partenaires techniques de haut niveau qui doivent nous permettre une gestion correcte de l'alimentation en eau pour nos compatriotes. Monsieur Alfred Lomba, je voulais savoir, ça fait des années que l'on parle de l'après-pétrole, mais rien ne se passe. Est-ce une forme d'incompétence du gouvernement? Bon, il a le droit de juger le gouvernement à compétence, c'est de sa prérogative. Simplement, nous faisons, je l'ai dit tout à l'heure, les efforts nécessaires parce que, bien entendu, nous sommes comme monsieur Luemba, je crois, c'est ça? Monsieur Luemba. Nous sommes tous en train de constater l'insuffisante diversification de notre économie. Donc un gouvernement responsable doit tout faire et fait tout pour ce qui nous concerne pour renforcer la diversification. Monsieur Mouez précise sa question sur les migrants. Il parle des migrants qui ont traversé le fleuve Congo venus de la RDC. On a vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Il y a eu un bateau rempli de migrants à propos des élections présidentielles qui se déroulent en RDC. Bon, le gouvernement, depuis la période initiale que l'on qualifiait à l'époque de tous les dangers, c'est-à-dire la fin du mandat présidentiel décembre 2016, a mis en place un plan de contingence humanitaire pour lequel, si cela s'avérait nécessaire, il y aurait sa réactivation parce que nous constaterions un flux très important de réfugiés dans notre pays. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je peux en dire. Simplement, nous sommes comme tout le monde, nous sommes un peu aux premières loges, hélas. Quand Kinshasa éternue, parfois Brazzaville peut effectivement également éternuer. Ou quand Kinshasa tousse, Brazzaville peut éternuer. Donc nous espérons que le processus qui est en cours sur le plan électoral aboutisse à son terme de manière pacifique. Et nous voulons rassurer et nos populations et les populations qui arrivent ici, que le gouvernement, si nécessaire, parce que l'afflux sera important, activera le plan de contingence qui existe et qui est quelque chose qui permettra d'assurer la gestion de ce flux. Monsieur Léo, je veux m'adresser à Monsieur Léo. Je crois que le ministre a déjà répondu sur la question du CHU. Donc, vous allez peut-être suivre la rediffusion de la vidéo pour comprendre ce que le ministre a voulu dire. Et à Monsieur Juste, qui voulait savoir que prévoit l'État face à la nuisance sonore qui font preuve le nombre incalculable d'églises au Congo. Bon, vous savez, je vais vous faire une anecdote.
J'ai juste souffert. Ça permettra que notre interlocuteur comprenne le sens de ma pensée sur le sujet. Quand j'ai pris mes fonctions au télécom, pas ici à la com, mais au télécom, nous avions, comme vous le savez, un problème de fréquence qu'on a réglé récemment avec les autorités de RDC, notamment le ministre Lambert Mende au Malanga. À un moment donné, il s'est posé la question des fréquences qui étaient occupées, mais qui appartenaient au Congo, notamment des fréquences télécom, mais utilisées par les opérateurs de télévision de Kinshasa. Vous voyez, il y a plein de chaînes à Kinshasa. Donc juste avant que je prenne mes fonctions, il y avait eu un accord entre les autorités du Congo et celles de RDC en 2006 pour favoriser la restitution de ces fréquences. Eh bien, savez-vous que toutes les églises qui avaient des chaînes, parce que la plupart de ces chaînes de télé de Kinshasa sont confessionnelles, toutes ces églises, les propriétaires qui sont en même temps des pasteurs, se sont mis à faire des prêches enflammées pour dire voilà, les deux gouvernements diaboliques du Congo et de la RDC ont décidé d'étouffer la voix de Dieu. Non, nous on demandait juste la restitution de nos fréquences. Et ce processus est arrêté parce qu'en face, ils se sont dit ça va générer des manifestations inutiles. Vous voyez, bon, si aujourd'hui un gouvernement décidait, alors que c'est la loi, il y a des nuisances sonores, décidait par exemple de demander aux églises de tempérer leur activité, en tout cas la nuit de laisser ceux qui veulent dormir, eh bien on ne manquerait pas de nous parler de volonté satanique qui voudrait remettre en cause la parole de Dieu. Donc vous avez à peu près ma réponse. Moi je considère que c'est aux églises, parce que si on prêche la parole de Dieu, c'est aux églises concernées de se dire, mais le meilleur moyen d'avoir des fidèles supplémentaires, y compris les riverains, c'est peut-être pas de ne pas les empêcher de dormir, c'est peut-être de les convaincre qu'effectivement là est la parole de Dieu. Voilà ce que je pouvais dire. Il y a M. Fred qui pose la question, il voulait savoir l'autosuffisance alimentaire. Les Congolais crèvent toujours de faim. Et qu'en est-il du nouveau village agricole? Bon, l'autosuffisance alimentaire est un objectif majeur. J'ai dit tout à l'heure que malheureusement, ce pays qui est couvert de savanes, de champs, de zones qui sont fertiles et qui permettraient une production agricole optimale. Je prends l'exemple de la Bwenza. Pourquoi? Parce que j'ai été une fois assez fasciné par l'écosystème agricole possible dans un département comme la Bwenza, qui ressemble, pour ceux qui connaissent par exemple en France la Beauce, ou qui connaissent les plaines et les grandes étendues en Normandie, qui ressemble à ça. On vous parachute dans la Bwenza, vous avez l'impression d'être dans la Beauce française ou la Normandie. Le seul problème qui vous amène vite à constater qu'on n'est pas là-bas, c'est qu'il n'y a aucune production agricole. Donc l'État, sous l'impulsion du président de la République, est aujourd'hui en train de développer sa capacité d'offre agricole. Il y a le plan cacao, le plan banane et le plan manioc. Ce sont des plans qui, malgré les difficultés financières que nous connaissons, sont des plans que le président de la République pilote lui-même et pour lesquels il considère que l'État doit trouver en priorité des crédits à la fois de formation de tous les agriculteurs potentiels ou existants et à la fois en termes d'impulsion, parce que c'est l'État qui doit donner l'exemple. Oui, on doit renforcer l'offre agricole. Madame Sauce, elle veut savoir pourquoi est-ce que l'État ne stimule pas le retour des jeunes Congolais diplômés à l'étranger. Bon, il y a deux aspects dans l'affaire. Il y a un aspect d'abord de choix personnel. Quand on part à l'étranger, c'est un choix personnel. Quand on veut revenir, c'est un choix personnel. On construit d'abord son projet personnel. Maintenant, il appartient effectivement à l'État de créer des conditions qui soient à la fois normatives et de climat des affaires pour favoriser le retour de compatriotes dont souvent le talent est tel que leur retour renforcerait la capacité de notre pays à développer des services, des industries et toute activité d'ordre économique qui serait utile. Donc il y a un ministère des Congolais de l'étranger aujourd'hui, il est en construction. On espère que quand il sera de plus en plus structuré, il servira de passerelle pour ses compatriotes de la diaspora congolaise dans leur projet de rentrer au pays et dans la capacité pour les autorités à travers le ministère des Congolais de l'étranger, donc des Affaires étrangères, à leur ouvrir les portes vers les différents organismes et ministères ou départements pour favoriser la mise en place d'un projet de retour. Il y a monsieur, bon c'est pas un monsieur, c'est un site internet de visiter le Congo, je crois que c'est le compte du tourisme. Je voulais savoir à quand parviendra le e-visa au Congo. Visa électronique. Bon, ben, je ne sais pas si c'est un compte du ministère du Tourisme.
c'est visiter le Congo. Je crois que c'est... D'accord. Bon, dans tous les cas, on est là dans la problématique de l'économie numérique dont nous parlons tout à l'heure et de la numérisation des services d'État et de favoriser la possibilité d'accéder à des plateformes numériques pour demander un visa numérique, comme ça se fait aujourd'hui depuis l'ambassade du Congo en France, où aujourd'hui les étrangers désireux de visiter le Congo et qui nécessitent un visa payent en ligne leur visa et commandent et obtiennent leur visa qu'ils n'ont plus qu'à aller chercher physiquement sur leur passeport. Quelques dernières minutes. Il y a M. Gasaki, il veut savoir à quand une politique touristique efficace au Congo, au vu des opportunités qu'offre le pays. La politique touristique efficace est celle que le gouvernement mène, parce qu'avant d'avoir une fleur qui éclot, encore faut-il qu'on pose les jalons. Aujourd'hui, il y a un écotourisme qui est en développement exponentiel parce que l'attractivité du bassin du Congo est telle que cet écotourisme qui concerne souvent des populations venues de très loin est en pleine croissance. Il y a aussi la nécessité, et ça le Congo peut s'en enorgueillir aujourd'hui, de renforcer les capacités de sécurité. Nous sommes, qu'on le veuille ou pas, un des pays les plus sûrs sur notre continent. Je voyage beaucoup, comme beaucoup d'entre nos collègues, et il y a des pays dont je tais effectivement l'identité, où même sortir et aller manger au restaurant à une certaine heure devient une véritable gageur et devient un parcours du combattant. Donc il y a les conditions de sécurité, il y a ce qu'a dit notre internaute tout à l'heure, la capacité à faire les formalités en ligne, ça renforcerait encore ce tourisme, et notamment l'écotourisme. Et puis il y a l'offre de tourisme classique, comme une offre hôtelière, une offre de restaurant, une offre de service, parce qu'on ne fait pas du tourisme juste pour venir rester à l'hôtel et se baigner au bord de la piscine du pays qu'on vient visiter. Il faut pouvoir, pour le Congo, valoriser le patrimoine historique, le patrimoine touristique et culturel, comme par exemple la benne Luango, qui, comme vous le savez, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, là, je crois on a fini. Je crois qu'on a fini la majorité des questions. Bon, allez, une dernière pour la route. On va prendre une dernière question avant de lire voilà. le message de félicitations que les gens vous ont envoyé. Oui. Il y a M. Adoni qui voulait savoir que pense le ministre concernant la bourse des étudiants étrangers. Bourse des étudiants congolais à l'étranger, plutôt, non ? C'est ça, bourse des étudiants congolais à l'étranger. Bah, c'est un drame. Un drame, pourquoi ? J'ai été boursier moi-même. J'ai été boursier quand j'étais étudiant. Et parfois, les étudiants ne vivent, ou souvent, la plupart du temps, ne vivent qu'avec la bourse. J'ai connu ce moment, parce que je l'ai connu aussi, où parfois vous touchiez la bourse au début, c'est l'année universitaire, septembre-octobre, et vous ne touchiez la prochaine qu'en juin ou juillet, c'est-à-dire vous passiez toute une année universitaire sans bénéficier de la bourse. Alors moi, j'ai eu la chance que mes parents avaient la capacité d'assurer, comme on dit, de boucher les trous entre-temps, mais la plupart de nos compatriotes, nos jeunes compatriotes à l'étranger ne l'ont pas. C'est une des préoccupations majeures là également, avec la campagne de renouvellement des bourses aujourd'hui, qui a été un peu timide quand il y avait la grève de l'université. On a reçu, d'après les statistiques dont j'ai eu connaissance, seulement 2000 candidatures de renouvellement de bourse venues de l'étranger, alors que, et puis 4000 à l'interne, ce qui fait qu'on est à même pas un quart du nombre de demandes de bourse habituelles. Donc, il y a déjà probablement, hélas, une espèce de découragement, mais j'invite nos compatriotes les plus jeunes d'abord à renouveler leur titre de bourse, et ensuite le gouvernement est à pied d'œuvre pour s'assurer, autant que faire se peut, de la régularité de ces bourses, notamment pour ceux que souvent nous avons envoyés nous-mêmes à l'étranger, par exemple à Cuba ou dans d'autres endroits, et il nous appartient, nous l'État, de nous mettre à pied d'œuvre pour régler ces questions humaines qui sont délicates. Alors, c'était la dernière question, donc on va lire les messages des constats et des encouragements. Lisez un peu plus fort. Il y a monsieur Moussiro, PDG de C Direct, qui remercie le ministre pour la réponse qu'il a donnée concernant votre motivation pour le projet, pour cette stratégie de communication. Il y a monsieur Audrey Léo, qui voulait vous remercier. Merci, monsieur le ministre, pour cette façon de communiquer, que les autres ministres fassent autant. Il y a monsieur Moez, qui dit bravo, merci et bravo encore pour cette transparence et initiative. Il y a monsieur Fred, qui a répondu à monsieur Léo. Bon, ça, c'est leur cuisine interne. C'est ça. C'est un peu trop privé. C'est combien on peut oublier.
Bon, on va arrêter les flagorneries vis-à-vis du ministre, parce que bon, je ne l'ai pas fait pour recevoir des félicitations, je l'ai fait pour communiquer, échanger avec les internautes. Bon, et bon, je crois que oui. là, il faut donner le mot de fin et la oui, date oui, mais notre prochaine la conclusion diffusion. de tout cela, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir pris de votre temps pour suivre le ministre de la Communication que je suis et prendre du temps pour me poser des questions et celles qui vous préoccupent. C'est un signe de vitalité citoyenne et un signe de votre implication, tout simplement, pour comprendre et aider à la résolution des problèmes de notre pays, voire encourager le gouvernement quand vous estimez qu'il fait bien. D'autre part, c'est des échanges interactifs qui sont, à mon sens, souvent plus utiles que de balancer des déclarations unilatérales qui sont nécessaires, parce que l'État doit s'exprimer de manière tout à fait souveraine. Mais en même temps, de temps en temps, il doit poser, comme on dit, son sac et s'arrêter pour répondre aux préoccupations des compatriotes dans un style plus direct. Et là, nous étions dans un style plus direct. Troisièmement, cela me permet à moi, en tant que communicateur du gouvernement, expression publique de l'État, de savoir ce qu'on pense de la façon dont nous gérons les choses. Et on est plus difficile à être un acteur que celui qui réfléchit à l'action alors qu'on est en pleine action. Donc c'est toujours très utile. Enfin, pour moi, je considère que le gouvernement n'a pas la science infuse, simplement en échangeant avec les compatriotes, parce que lui, le gouvernement, dispose de l'administration, dispose de tous les leviers de compréhension et de connaissance des situations. Il a l'occasion, à travers ce type d'échange, d'éclairer sur ses priorités, sur les contraintes auxquelles il est soumis, et quand même, parce que ça aussi c'est nécessaire, parce que comme je l'ai dit, nous n'avons pas la science infuse, d'écouter ceux pour lesquels nous travaillons. Parce qu'au final, nous travaillons pour le peuple congolais et pour personne d'autre. Voilà, je crois que nous pouvons à cet instant cesser notre retransmission et je voudrais à tous et à chacun vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon week-end et d'avance, bonne fête de fin d'année, Noël ainsi que la Saint-Sylvestre. Je vous remercie.